Bonjour Béatrice, troisième émission, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bonjour Nordine, alors déjà juste pour présenter l'émission, il s'agit d'un nouveau format, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire un format un peu plus court, d'une demi-heure, où il y aura 2 petits reportages et un invité au milieu d'émission. Donc là le thème principal, c'est qu'on a décidé de revenir sur la répression, qui est importante en ce moment. Donc on a vu que depuis les Gilets jaunes, la répression s'était intensifiée. Alors c'était une répression que les quartiers populaires connaissaient déjà et subissaient depuis de longues années. Ça s'est élargi au niveau du mouvement social des Gilets jaunes. Donc, face à la colère de la population, le gouvernement Macron a répondu par une répression très violente. On a d'ailleurs Antoine Baudinet, qui est élu à Bordeaux en lutte, qui en a été victime, puisque le 8 décembre, comme il l'a rappelé, lors du dernier conseil municipal en 2018, il s'est fait arracher la main à Péberlan. Et donc on a voulu faire cette émission et rappeler qu'il y avait différentes répressions, enfin que l'État attaquait un peu sur différents fronts, c'est-à-dire qu'on voudrait revenir sur la répression syndicale dans l'éducation nationale. Alors il n'y a pas que dans l'éducation nationale, puisqu'on a vu aussi qu'il y en avait à la Poste, mais là on voudrait revenir sur l'attaque des... Tu parles des 3 de Bordeaux, je suppose. Voilà, les 3 du lycée Mauriac. Qui d'ailleurs il y avait un mouvement de soutien mercredi devant le rectorat. On va aussi discuter avec Sylvie Noni de la répression du mouvement écologiste et puis de mouvement antiraciste avec Carfa Diallo qui a été victime de violences policières suite à une mobilisation à Biarritz en 2019. Tu parlais de la mobilisation, du coup, notamment contre la loi sécurité globale, je suppose. Est-ce qu'à Bordeaux, il y a des dates de prévues bientôt? Alors le 19, normalement 19 décembre, il y aura une nouvelle manifestation, sachant qu'il y a eu de grosses mobilisations les semaines précédentes. Donc en effet, nous serons là, Bordeaux en lutte sera là samedi 19 décembre. Et on commence par quoi? Tout de suite? Eh bien tout de suite, c'est un petit reportage sur le lycée François Mauriac et notamment nous sommes allés filmer devant le rectorat mercredi lors de leur mobilisation 3 enseignants, donc Jean, Véronique et Zoé, qui ont répondu à nos questions. 2018, on avait déjà fait une motion au conseil d'administration, la liste syndicale qui est la seule liste des représentants des personnels au CA, pour dire notre opposition à la réforme. La rectrice est même venue en personne dans l'établissement pour convoquer des enseignants, leur expliquer qu'ils avaient tort, que la réforme elle était bien, etc. On a obtenu de haute lutte un conseil d'administration extraordinaire 4 jours avant le début des épreuves où il y avait unanimité des parents, des représentants des parents, des représentants des élèves et des personnels contre la réforme. Donc ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne connaissaient pas l'opposition dans le lycée à cette réforme. Et le jour J, on a été très massivement en grève et ils nous ont remplacés par des vacataires du rectorat. Il y avait la police aux abords de l'établissement, on a des images avec même la police motorisée avec quelqu'un derrière. Donc il y a une tension qui a été instaurée par cette espèce de couvercle de répression déjà, quoi, pour que ça se passe quand même. Voilà, c'était vraiment à n'importe quel prix, il fallait que ça se passe. Ben, nous on s'est mobilisés, les élèves de leur côté sont mobilisés aussi, voilà. Et puis ça s'est pas passé les épreuves, et je crois que ça ils l'ont pas supporté. Voilà. Et donc dans les établissements où il y a eu une résistance comme ça, il s'agit maintenant de réprimer quoi. Les établissements qui se sont mobilisés en particulier fortement contre ces réformes, ce qui a été le cas dans beaucoup de lycées quand même. On a eu trois journées d'épreuves en fait, les 3 premières journées où les élèves étaient massivement mobilisés, où les épreuves n'ont pas pu se tenir. Et donc suite à ça, ils ont fermé carrément l'établissement aux enseignants et à l'ensemble des élèves, pour ouvrir seulement et faire entrer seulement les élèves qui voulaient composer. Comme donc au lycée Max Linder de Libourne. Donc là, on avait la police dehors et dedans. Et donc nous, on était contraints de rester à l'extérieur. Et même dans ces conditions-là, donc là, c'était complètement géré par l'équipe mobile du rectorat. Et ben, il n'y a qu'une vingtaine, à peu près 20% des élèves qui sont rentrés composés. Et donc suite à ça, ils ont à nouveau essayé de refaire encore passer cette épreuve une dernière fois. Et donc là, nous, on n'est pas rentrés en tant que grévistes, on est restés à l'extérieur de l'établissement. C'est seulement les élèves qui ont été dans l'établissement. Et elles ont été annulées directement le mercredi et par prévention, celles du jeudi ont aussi été annulées. Qu'est-ce qu'on vous
reproches exactement? Moi, pour ma part, j'ai dans le rapport des faits qui me sont reprochés qui n'ont pas eu lieu. Hein. Donc les rapports qui nous mettent en cause, c'est des rapports d'IPR et puis des rapports de l'équipe mobile aussi du rectorat qui était présente. Et en fait, on a reçu des courriers très longtemps après les mobilisations, la veille de vacances. Le 11 février, Voilà. on a reçu un mail du secrétaire général du rectorat à 19h. Peut-être une procédure disciplinaire qui pourrait être mise en place. Et du coup, on a reçu le deuxième courrier. Donc c'est exactement les mêmes chefs d'accusation qui ont été utilisés. Et on a reçu le deuxième courrier il y a 3 semaines maintenant. Ouais. C'est le proviseur qui est venu nous apporter une lettre pour nous annoncer que nous devions nous rendre au rectorat, consulter notre dossier administratif en vue d'une procédure. Donc 10 mois après les prétendus faits. Effectivement, on était dans l'établissement parce qu'il y avait des mouvements de foule, des élèves qui pouvaient taper sur des portes, sur des murs, et on a essayé de faire en sorte que tout se passe dans le calme. Donc moi, effectivement, avec plusieurs collègues, je suis rentrée dans une salle pour vérifier que les élèves étaient bien dans cette salle, en fait, et parce qu'il y avait énormément de tension autour. Mais sinon, ça a été fait au hasard. Moi, je sais qu'une partie des faits qui me sont reprochés ont été reprochés à un de mes collègues qui a démenti tout de suite. Il est retourné dans la salle et en fait, ça a été reconnu par la personne qui était censée surveiller du rectorat qu'effectivement, elle avait du mal à entendre les propos. Il y en a 2 qui ont eu des blâmes et Véronique qui a eu d'exclusion. 3 jours, c'est du jamais vu quand même dans l'éducation. En fait, ces exclusions sans traitement, c'est une loi, une directive du président Macron qu'il met en place, qu'il a mis en place à Mel aussi, parce qu'une des collègues de Mel a eu 15 jours d'exclusion temporaire. Donc elle reste en place, mais elle a 15 jours de salaire en moins. On va continuer de toute façon, puisque pour nous, ce sont des sanctions, et pour nous, dès le départ, il n'y avait aucune sanction à nous mettre, à nous infliger, parce que c'était profondément injuste. Heureusement qu'on avait un comité de soutien, heureusement qu'on a compté sur la solidarité de nos collègues proches, mais aussi de tous nos collègues de Mauriac et de la France entière. Il y a des réseaux sociaux et on a reçu beaucoup de soutien, notamment par exemple, le comité de soutien a mis en ligne une pétition. Et en une semaine, la pétition a reçu 20 000 signatures. Donc ça s'arrête dans l'éducation nationale, parce qu'un coup on est des héros, on a des louanges, et après on est des délinquants, donc ça commence à bien faire. La solidarité, c'est essentiel. On sait que ça crée des liens, quoi. Et ces liens, il va falloir les continuer pour qu'on ne soit pas là contre les sanctions, mais qu'on soit là pour les offensives maintenant, qu'on arrête juste de se défendre. Alain nous dira, mais je crois qu'on est à... Voilà, il y a le camarade du SNE, Jean-Pascal, qui montre l'épaisseur des pétitions. Le Nil. Comme on vient de le voir, la lutte continue, on lâche rien. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a des dates qui sont déjà prévues en janvier, je crois. On partagera dès qu'on saura précisément à quelle date est prévue la mobilisation dans l'éducation nationale. Et puis on vient de parler des 3 professeurs du lycée Mauriac, mais il y en a d'autres, à Eiffel, à Blaye. 9 professeurs sont concernés sur la Gironde, je crois. Oui, c'est bien ça. Et puis il y a eu les 4 professeurs de Mel qui ont déjà eu leur sanction disciplinaire le mois dernier. D'ailleurs, Bordeaux en lutte était à la manifestation à Poitiers devant le rectorat pour soutenir ces 4 professeurs-là. Et donc la mobilisation continue et la mobilisation est une mobilisation générale contre ce pouvoir qui est répressif, qui essaye de s'attaquer directement à la mobilisation sociale. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'à un moment, il y ait une espèce de convergence qui se passe entre les infirmiers, les professeurs, le monde de la culture qui a été aussi mobilisé ce mercredi à Bordeaux. Je crois qu'on a un nouvel invité. Tu vas devoir partir, Nordine. On va laisser la place à Carfa Diallo qui nous a rejoint ce soir pour nous parler de la répression dont il a été victime lors de la manifestation à Biarritz. Nous recevons ce soir Carfa Diallo. Bonjour Carfa. Bonjour Béa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir. Donc tu es fondateur et directeur de l'association Mémoire et Partage qui a pour but de faire reconnaître le passé négrier de la France et tu fais un travail de mémoire. Donc on voulait t'inviter par rapport, donc notre thème c'est la répression, pour que tu nous racontes un peu la répression dans laquelle tu as été victime le 22 août 2019. Tu avais organisé un rassemblement devant la gare de Biarritz et pour faire débaptiser un quartier, la Négresse à Biarritz.
Alors il y a une petite vidéo, moi je l'ai revue il n'y a pas longtemps, là, une petite vidéo qui dure à peu près 8 minutes sur YouTube, où on te voit justement le micro en main expliquer ce quartier, d'où vient ce nom, en quoi c'est important justement de le débaptiser et qui rappelle le passé colonial de la France. Donc tu as une démarche presque pédagogique en fin de compte quand tu prends la parole, on te voit un peu interpeller les gens, savoir ce qu'ils en pensent. Et il y a un CRS qui vient de te voir, un jeune CRS, qui te demande de couper le micro, tu lui dis que c'est pas possible, et tu l'interpelles en lui disant bonjour jeune homme, et il n'apprécie pas du tout en fin de compte, il te reprend et il te demande tes papiers, et là on te voit partir à l'intérieur de la gare, et pour le coup, bon, nous on sait à peu près ce qui se passe parce qu'il y a eu une suite, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Oui, effectivement, le 22 août 2019, l'association Mémoire et Partage que j'ai fondée et dont je suis le directeur aujourd'hui a organisé une action antiraciste de sensibilisation, profitant un peu de ce sommet du G7, de cette sorte de grande messe des puissants du monde qui viennent essuyer leurs plates-bandes sur les rues du Pays Basque pour interpeller la population locale, pour interpeller les dirigeants sur les appellations qui sont des appellations extrêmement stigmatisantes, extrêmement caricaturales autour des personnes noires d'une manière générale, des personnes d'origine africaine en particulier. Et c'est vrai que Mémoire et Partage est aujourd'hui établi à Bordeaux, à La Rochelle et au Havre, et nous avons beaucoup travaillé depuis maintenant 20 ans autour des traces de l'histoire du racisme dans l'espace public. Comment est-ce que nos sociétés contemporaines d'aujourd'hui peuvent s'accoutumer à cette banalisation, à cette apologie finalement de crimes extrêmement inacceptables, inadmissibles, en honorant des personnalités qui ont commis des crimes contre l'humanité, que ce soit sur la traite des Noirs, l'esclavage ou la colonisation. On a beaucoup travaillé sur Bordeaux sur cette question depuis maintenant une vingtaine d'années, on l'a fait à La Rochelle et au Havre, et c'est vrai qu'à Biarritz, on a cette curiosité d'avoir un quartier qui s'appelle la Négresse. Tout un quartier qui porte un nom délibérément raciste, péjoratif. Pas seulement le quartier, on a aussi une dizaine d'établissements commerciaux qui arborent ce nom, donc qui font de l'argent sur l'évocation de noms racistes, et puis des représentations caricaturales dans l'espace public, des portraits de femmes noires avec les lèvres pulpeuses, peintes en rouge, donc toutes les caricatures, toutes les assignations qui sont nées dans une période qui est une période que nous connaissons un tout petit peu, qui est la période de la traite, de l'esclavage et de la colonisation. Et donc nous avons organisé ce 22 août 2019 cet événement, et c'est vrai que très rapidement la police est arrivée. C'était pas un jeune CRS, hein, c'est un commissaire de police. C'est un commissaire de police, et c'est l'illustration aussi la plus nette que le poisson pourrit par la tête. C'est-à-dire que ceux qui sont en charge véritablement de la responsabilité de mener les opérations de police sont ceux qui déconnent le plus aujourd'hui, contrairement à ce que dit Darmanin, qui dit, voilà, s'il y a un flic de base qui déconne, non. Là, en l'occurrence, le 22 août 2019, celui qui procède à l'interpellation, parce que ces images dont tu as fait allusion sont très importantes. Ces images, elles montrent le caractère totalement pacifiste de notre action. Dans le contexte dans lequel on est autour de la loi sur la sécurité globale, on voit l'importance de l'image. Et je ne pars pas avec les policiers. On me prend de force. On a les images, des photos qui montrent bien qu'on m'immobilise et qu'on me fait traverser le hall de la gare. Une fois sur les quais de la gare, on interdit aux amis de Mémoire et Partage qui étaient là de filmer ce qui se passait, et c'est là où il y a le plaquage ventral avec 3 policiers sur moi, dont ce commissaire Mathieu Vallée, qui est un commissaire qui est aussi secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police. C'est quelqu'un qui est habitué aux médias aujourd'hui, il est sur tous les plateaux qu'on voit très très souvent, et dont ce commissaire, donc ce plaquage ventral, mon otage et donc garde à vue, on me signifie une garde à vue et des poursuites de rébellion. Donc c'est ça ce qui s'est passé effectivement le 22 août 2019 à Biarritz, et qui m'a valu effectivement d'être poursuivi pour rébellion, c'est-à-dire une sorte de fabrication de scénario que nous connaissons et que tout le monde aujourd'hui regrette en France, un scénario d'un délit totalement imaginaire créé par ces policiers-là pour briser véritablement le mouvement associatif qui est le nôtre et les revendications que nous portions sur l'espace public. Et qu'est-ce que ça a donné pour le coup? Parce que là, donc, tu as fait de la garde à vue.
Et après, il y a eu d'autres poursuites où ça s'est arrêté là et on t'a signifié que tu étais libéré et ça s'est arrêté. Alors, j'ai fait la garde à vue de 24 heures. Lorsque les policiers se sont rendus compte que leur réaction était disproportionnée par rapport à ce qui se passait, ils ont essayé de me proposer un avocat commis d'office, ce que j'ai refusé en demandant que des avocats impliqués sur ces questions-là le prennent en charge. Ce qui fait que Maître William Bourdon, donc avocat qui est d'ailleurs l'avocat de Cédric Chouviat aujourd'hui, qui est mort aussi de ces interpellations, et mon avocat. Et donc l'audience a été reportée à plusieurs reprises et j'ai été poursuivi pour rébellion. Elle s'est tenue finalement, cette audience, le 3 décembre dernier au tribunal de Bayonne, face effectivement aux policiers et au procureur de la République qui me reprochait une soi-disant rébellion avec un procès-verbal fabriqué de toutes pièces, dans lequel d'ailleurs les avocats démontrent bien que les policiers ne sont même pas, excusez-moi du terme, fichus de s'entendre sur la version de ce qui s'est passé. Donc ils ont vraiment décortiqué et mis toutes les insuffisances et toute la fabrique finalement de ce genre de délit que nombreux d'entre nous militants affrontons, mais surtout des avocats se sont mis à la hauteur véritablement de notre démarche, qui n'est pas une démarche de diabolisation ou de victimisation, mais qui est de s'interroger sur la persistance d'un racisme qui est un racisme institutionnel. Parce que ce qui se passe à Biarritz et un peu partout en France, c'est cela. C'est que les institutions font l'apologie par le fait qu'ils sont complices d'assignations caricaturales, qu'ils sont complices d'un certain nombre de violations de la dignité des personnes dans l'espace public. À Bordeaux, on a des rues de négriers, on a à La Rochelle et au Havre. Donc nous, on fait un travail de contextualisation qui, pour nous, est essentiel, mais aussi, surtout, la possibilité d'une convergence aujourd'hui dans le mouvement social entre les questions sociales, les questions écologiques, mais aussi les questions raciales, qui sont des questions importantes. Et on a vu cette année 2020 comment ces questions ont vraiment explosé à la figure de tout le monde. Et on ne peut plus faire l'impasse sur ce racisme systémique qui existe. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, c'était les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux qui nous saisissent parce que l'établissement est complice d'un certain nombre de travaux artistiques ouvertement racistes qui reprennent des thèses d'Éric Zemmour, par exemple. Donc on a vraiment un racisme très fort, très endémique, qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas prétendre résoudre uniquement en enlevant le mot race de la Constitution. Parce que dans l'imaginaire collectif, dans les noms de rue, dans le langage, dans les délits de faciès qui sont aujourd'hui dénoncés un peu partout, il y a cette persistance-là, cette inertie programmée qui fait que les changements de société, la promesse d'égalité et de liberté n'est pas sûrement respectée. Et c'est le sens du travail que nous faisons et qui vaut, effectivement, qui m'a valu cette convocation au tribunal. D'ailleurs, pour répondre aussi à ta question, nous avons déposé plainte nous-mêmes, puisqu'en fait, ces plaintes policières sont ce qu'on appelle des plaintes tactiques, puisqu'ils savaient que la violence et la disproportionnalité de son interpellation était telle que nous allions riposter par une plainte. Donc ils mettent une plainte en face, ça fait plainte contre plainte pour annuler les choses. Mais nous avons déposé plainte auprès de l'IGPN quand même, cette plainte qui n'est toujours pas du tout étudiée par la justice française, mais nous avons déposé plainte auprès de la justice et nous espérons que notre plainte également pour violence portée par des personnes dépositaires de l'autorité publique, que cette plainte soit également suivie par la justice française. Tu es victime de racisme. Sur ce qui s'est passé sur mon interpellation, je ne peux pas dire que c'est une violence raciste. Est-ce que le fait que j'ai été noir, est-ce que c'est pour cette raison que cet homme, ce commissaire de police s'adresse à moi en me disant « arrêtez de vous donner en spectacle » parce qu'en réalité, le jeune homme vient après ça. D'accord. Je lui dis « bonjour jeune homme, qu'est-ce qui vous amène ?» Parce que lorsqu'il s'adresse à moi, il me dit « arrêtez de vous donner en spectacle ». Une façon de ridiculiser finalement ce que nous étions. Parce que nous n'étions pas nombreux, c'est vrai, mais nous étions déterminés pour porter la parole que nous avions à porter. Et il est venu avec des jugements sur une action citoyenne en disant arrêtez de vous donner en spectacle. Et effectivement, il y a eu cette réponse que je lui ai faite, qui n'était absolument pas du tout irrespectueuse. Il n'y a pas là, il me semble, de connotation raciste, hein, il faudrait peut-être le déterminer, mais la violence policière, elle est réelle, clairement, dans l'arrestation, l'interpellation brutale. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que c'est un chef de la police. Il est commissaire de police, il est secrétaire national d'un syndicat de policiers, et c'est eux-mêmes qui déconnent. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui sont incapables de mesures, de proportionnalité et de la responsabilité à avoir vis-à-vis des mouvements citoyens, des mouvements sociaux.
On peut se dire qu'il commence à y avoir quelques changements. Enfin, il y a eu le mouvement des grosses manifestations suite au décès de George Floyd. Il y a eu des déboulonnages des statues dans différents pays. Enfin, on a l'impression quand même qu'il y a des choses qui avancent en tous les cas dans la tête des gens. Donc peut-être qu'on est sur la bonne voie peut-être pour dénoncer le racisme et faire en sorte que les choses évoluent. Absolument. Je crois qu'en Europe, on s'était un peu endormi dans cette idée que le racisme, c'est aux États-Unis. L'Europe ne connaît pas le racisme. Et on se rend compte que dans notre Europe, et ici même en France, et à Bordeaux, et à Bayonne, et à Biarritz, on a des populations noires qui sont là depuis le 15e, 16e, 17e siècle. Il y a une réglementation, une législation ouvertement raciste qui existe. Donc le racisme est aussi là. Et il a laissé des traces qui sont très profondes dans les imaginaires. Et c'est vrai que de plus en plus les choses s'ouvrent. On a le défenseur des droits qui avait fait un rapport extrêmement pertinent dénonçant les délits de faciès extrêmement importants au niveau de la police. On a effectivement l'affaire George Floyd, on a récemment l'affaire Michel Zecler, où ouvertement on a des injures racistes et une interpellation d'une brutalité innommable. Oui, il y a quelque chose qui bouge. On est en train petit à petit d'accepter l'idée qu'il faut un traitement spécifique sur ce racisme systémique, et ça demande de la formation, ça demande des moyens, et ça demande véritablement un travail de mémoire aussi. Puisque fondamentalement, c'est dans les imaginaires, la façon dont on se représente les autres, que nous pouvons décoloniser ces imaginaires-là. Et c'est le sens du travail que nous faisons, qui s'articule avec le mouvement social, parce que c'est le même combat pour l'égalité que nous poursuivons. On peut rappeler d'ailleurs que tu organises des balades dans Bordeaux pour expliquer ce passé négrier. Donc je ne sais pas si en ce moment, avec la crise sanitaire, on peut encore assister à ces visites. Oui, il y a encore des visites. La dernière se tiendra dimanche prochain, bon, en respectant bien sûr les contraintes sanitaires. C'est des groupes de 10 personnes maximum. Ce sont effectivement des parcours pédagogiques qui existent à Bordeaux, à La Rochelle et au Havre maintenant, et qui racontent les traces de cette histoire-là, les traces du racisme sur les murs, une contextualisation dans une histoire globale de l'exploitation, du capitalisme, une histoire qui s'est fondée sur le racisme, pour justifier cette exploitation. Donc il nous faut le contextualiser, et quel meilleur moyen que d'emprunter les rues de sa ville, de lever la tête et de savoir où on marche. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, et on a effectivement des visites guidées ouvertes à tous, et puis on fait un travail important avec les établissements scolaires et les collèges et lycées qui viennent nombreux, un peu moins en ce moment avec les contraintes sanitaires. Mais oui, c'est un travail que nous allons continuer, qui s'amplifie d'ailleurs parce qu'il y a une demande de sens relativement à ce que nous partageons aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à toi, Béa. Donc on va passer à la suite. Non mais Nordine, tu peux revenir, viens. On te réinvite sur le plateau. Tu connais le sujet suivant? Pas du tout, c'est déjà le moment de dire au revoir? Non, pas encore. Il nous reste un reportage. Donc là, on va discuter de la répression écologiste. Donc on a parlé des répressions dans différents domaines, et le milieu écologiste n'est pas épargné. Les pacifistes, les anti-nucléaires le savent depuis longtemps, mais une nouvelle étape répressive anti-écologiste a été franchie depuis 2019. Créée par Castaner, alors ministre de l'Intérieur, une structure très spéciale surveille les campagnes françaises. Elle a pour nom Déméter. Non, il ne s'agit pas de la déesse des moissons. Mais de quoi s'agit-il, Sylvie? Déméter, c'est une cellule de gendarmerie qui a été mise au service de 2 syndicats, donc 2 organismes privés, pas des organismes d'État, la FNSEA et Jeunes Agriculteurs, pour lutter, ouvrez les guillemets, à la fois contre les actes délictueux que sont les vols de tracteurs, les vols de GPS pour les agriculteurs, des choses comme ça, mais aussi les intrusions dans leurs propriétés, mais aussi les critiques qui sont nommées le bashing du modèle agricole qui est choisi. Donc tout ça dans un joyeux mélange, eh bien, on a associé à la fois des délinquants et des gens qui militent pour un autre modèle agricole. Et pourtant, ils ont bien raison, il y a de quoi, étant donné les ravages et les dégâts que fait l'agriculture intensive aujourd'hui en France. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'iconographie de Déméter, où on voit
un homme masqué comme un bandit dans les bandes dessinées, et donc qui représente la cible de cette cellule. Et ce qu'elle cible, en fait, ce sont les militants qui, comme nous, critiquent. Alors, mon association avait critiqué effectivement l'usage des pesticides et surtout s'apprêter à à organiser des états généraux des riverains pour donner à la fois la parole d'ailleurs aux agriculteurs et à leurs riverains. C'était à Blaye en février dernier. Et cette perspective avait suffi pour allumer le courroux de la fédération départementale, la FDSEA, qui nous avait dépêché une cellule Déméter. Bon, alors bien sûr, le gendarme du village, c'est un brave monsieur, on le connaît, il nous a pas fait de mal. Et la rencontre s'est passée autour d'un café. C'est le principe qui est absolument révoltant, c'est de voir comment la force répressive de l'État est mise au service d'une catégorie et d'une idéologie, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Quand par exemple, il y a quelques jours, à Carcassonne, les paysans de la FDSEA, les viticulteurs, vont déverser des tonnes de marc de raisin devant un journal qui s'appelle l'Indépendant, tout simplement parce que celui-ci a fait un article sur les 61 pesticides qu'on retrouve dans l'air d'Occitanie, avec un titre 61 nuances de pesticides. Eh bien, à ce moment-là, la cellule Déméter ne fonctionne pas. C'est seulement dans l'autre sens. Donc, il nous semble que cette opération participe d'un changement radical de situation, et elle est à mettre en regard de tout ce qui se passe depuis l'état d'urgence. L'état d'urgence en 2015, les premières victimes des lois de François Hollande, ça avait été 24 militants écologistes qui s'apprêtaient effectivement à militer pendant la COP 21 et qui avaient été assignés à résidence. Et puis maintenant, les militants de Greenpeace, quand ils dénoncent le manque de sécurité d'une centrale nucléaire, eh bien, on les assigne pour intrusion en réunion et dégradation des locaux. Les militants d'ANV COP 21 qui décrochent des portraits, on les inculpe pour recel. C'est-à-dire qu'on enlève le caractère politique, éminemment politique de ces critiques, pour les faire basculer du côté de la délinquance, et on va pouvoir ainsi réprimer puisqu'on a soigneusement dépolitisé ces actions. Dans la région, qu'est-ce qu'il y a comme exemple d'intrusion de la cellule Déméter? Donc il y a Alerte Pesticides Hauts-de-Gironde, notre association, qui a reçu la visite de la cellule, tout simplement pour être en train de préparer des états généraux. Il y a aussi une association du Limousin, Eau et Sources du Limousin, dont un membre répondait à un journaliste de FR3 devant une serre, ou plutôt le chantier pour construire une énorme serre, mais à l'emplacement d'une zone humide, et pour dénoncer la situation. Eh bien, on l'a condamné pour intrusion dans une propriété privée, ce qui est absolument lamentable, et surtout pour faire un reportage où il n'était pas question, bien sûr, de rentrer dans la propriété, mais de montrer où est-ce qu'elle se situait. Donc, on voit bien que la démarche qui est suivie, c'est de criminaliser les opposants au modèle agricole dominant, ce modèle intensif qui fait que, par exemple, dans la région, 6 mois par an, on respire des pesticides à ne plus savoir qu'en faire. Eh bien, plutôt que de changer de méthode, de voir comment réduire vraiment les pesticides, ce qui ne se produit pas depuis des années, malgré tous les plans de réduction de pesticides, eh bien, on fait quoi? De la répression des gens qui le dénoncent. Alors on va casser, peut-être qu'on va interdire à Atmo bientôt de faire ces mesures des pesticides dans l'air, on va casser les thermomètres, on va refuser les analyses, les résultats d'analyse. C'est d'ailleurs ce qui se passe lorsqu'il y a des analyses montrant que les agriculteurs souffrent de certains cancers beaucoup plus que d'autres parties de la population. Donc cette démarche est à mettre en relation avec ce qui se passe dans l'ensemble de la société, mais là, avec une force organisée, qui est cette Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui n'a rien d'un syndicat, et qui d'ailleurs ne représente que 25% des agriculteurs, mais qui fait depuis 40 ans office de ministre de l'Agriculture en France. C'est quoi pour moi? Et ben on a reçu ce super calendrier d'ANV COP 21 Action non violente, calendrier qui est mis en vente sur le site Eloasso. L'argent récolté sert à payer les frais de justice, notamment pour les décrocheurs de portraits d'ANV COP 21. Donc voilà, les militants posent nus pour soutenir la bonne cause.
c'est un bon cadeau pour commencer l'année 2021. Exactement. Donc l'émission approche de sa fin. On vous remercie de nous avoir suivis, en espérant que vous avez passé un bon moment avec nous. Je rappelle la manifestation de samedi 19 décembre qui aura lieu à 14h, place de la Bourse, contre Macron et son monde, en espérant que la manifestation ne soit pas interdite par la préfecture. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, à très bientôt. Au revoir. Ah, parfait.